Bonjour, dans ce nouveau numéro Votre Santé sur TLM, nous allons nous consacrer au grand âge et plus particulièrement à la prise en charge de nos aînés. Et c'est à l'hôpital des Charpennes que nous sommes accueillis où nous rencontrons le professeur Krolak-Salmon. Donc bonjour professeur Krolak-Salmon. Bonjour. Ici vous vous occupez en fait de médecine du vieillissement. Alors, pouvez-vous nous expliquer comment vous concevez un parcours de soins et surtout, qu'est-ce que l'Institut du vieillissement? Alors effectivement, nous proposons des parcours de soins qui sont dédiés aux personnes âgées pour proposer des soins spécialisés à la fois aux personnes malades, aux médecins traitants, aux médecins généralistes, pour veiller à délivrer des soins qui soient en proximité sur l'ensemble de la métropole, pour veiller à éviter les urgences, anticiper les crises, les déficits. L'Institut du vieillissement rassemble l'ensemble des forces du CHU, des Hospices civils de Lyon, dédiés à la personne âgée, à ces soins de prévention en ambulatoire, des soins dédiés à la prise en charge de maladies déclarées, donc plutôt en hospitalisation, et en décloisonnant, si vous voulez, les soins et la recherche. Alors le leitmotiv ici est que la personne âgée soit partie prenante, actrice finalement de son traitement. On conçoit les soins et la recherche pour la personne âgée en expliquant la démarche et que cette personne âgée soit vraiment acteur de son parcours de soins, d'une meilleure compréhension de ses facteurs de risque, de sa maladie et d'une meilleure appréhension des innovations qui peuvent être proposées. Alors, difficile de parler de vieillissement sans évoquer les maladies neurodégénératives, la plus connue, la maladie d'Alzheimer. Peut-être quand même rappeler que la maladie d'Alzheimer est un vieillissement pathologique et que vieillir ne veut pas dire être atteint de la maladie d'Alzheimer. Alors, vous êtes vous-même responsable du Centre de recherche clinique vieillissement cerveau fragilité. Pouvez-vous nous expliquer quel type d'essais cliniques sont conduits et surtout comment on inclut les patients, qu'est-ce que l'on cherche à faire? Effectivement, la maladie d'Alzheimer est bien une maladie. Les troubles de mémoire pathologiques sont dus à des maladies qui sont évolutives. On parle même de maladies neuroévolutives maintenant plutôt que neurodégénératives. Et donc on s'attaque à ces maladies de plus en plus tôt, dès les premières plaintes de mémoire, plaintes d'accès aux mots, plaintes de langage. Et dès les premiers stades, on va proposer des soins qui visent à améliorer la qualité de vie, à prévenir les complications, mais on va proposer aussi des essais thérapeutiques, un accès à la recherche, car ces maladies pour l'instant sont incurables, et donc c'est notre devoir de proposer des espoirs thérapeutiques par ces essais cliniques. Justement, Damien Decran a rencontré une patiente et son conjoint aidant qui participent à un essai thérapeutique et qui a accepté de nous expliquer sa volonté d'être actrice de sa prise en charge et de son traitement. Reportage. Bon. Qu'est-ce qu'on peut se raconter? Non, tu vas prendre ton médicament. Bon, je te donne ton médicament. Ah bah si tu veux. Il y a un peu plus de 2 ans, Odile apprend qu'elle souffre de la maladie d'Alzheimer, une affection du cerveau dite neurodégénérative qui entraîne une disparition progressive des neurones. Je me suis rendu compte, oui, en effet, que je bafouillais, que je perdais un peu la mémoire. Bon, c'est vrai que je me disais, bon, ma cousine avait eu les mêmes symptômes, en plus jeune d'ailleurs, et je ne pensais pas que je m'en tirais mieux qu'elle, que j'allais attraper ce qui m'est tombé dessus. Avant que la maladie ne dégénère et ne fasse l'objet de troubles cognitifs violents, il est possible de traiter les symptômes. 4 médicaments sont actuellement sur le marché, des traitements symptomatiques mais non curatifs. Le remède miracle n'a pas été trouvé et la recherche continue. Des essais thérapeutiques sont en cours et nécessitent la participation de patients volontaires. Odile est de ceux-ci. J'ai compris que la recherche, j'étais pour la recherche de toute façon à fond. J'étais pour le progrès. Donc pourquoi pas moi, puisque j'étais malade, pourquoi ne pas en profiter? Odile participe à une étude internationale pour tester une nouvelle molécule, une étude réalisée sur 26 mois, en double aveugle, c'est-à-dire que sur le panel de patients volontaires, certains bénéficient du médicament, les autres d'un placebo. Je ne me suis pas trop posé de questions, j'avoue. Je me suis un peu lancée naturellement
j'avais envie quand même que ça ne pouvait pas me faire du mal, puisque c'était bien sûr une recherche. Je pouvais ne pas y croire. Ben moi, j'ai voulu y croire. C'est ma personnalité. Durant cette étude, des réguliers bilans et tests de mémoire sont réalisés avec le patient, mais également avec un aidant, témoin privilégié de la vie du patient. Ce rôle est nécessaire parce que, vu quand même l'évolution de la maladie, si je n'étais pas là, il y avait certaines, par exemple, la prise de son médicament ne serait pas régulière, alors qu'il faut qu'elle soit très régulière. Je ne la surveille pas, mais je l'observe. Le but, c'est de faire avancer la recherche, et en même temps, c'est de ne pas se sentir tout seul devant cette maladie. C'est-à-dire que, on sait que derrière, il y a des gens qui essayent de trouver une solution. J'ai compris que c'était important que je participe et je me suis sentie à l'aise, aidée, pour ne pas dire chouchoutée, et on est porté par les autres aussi. Les 26 mois d'études arrivent à leur terme. Odile et son époux, ainsi que le professeur Ginché qui les suit, sauront enfin, après étude statistique, si le nouveau traitement est concluant. Si tel était le cas, Odile pourra alors bénéficier du médicament élaboré grâce à sa participation. À l'hôpital des Charpennes, la mascotte, c'est Elliot. Ce sympathique Golden Retriever, croisé Labrador, a été réformé de l'école des chiens guides aveugles pour devenir le premier chien thérapeutique à l'hôpital, en CHU, pour le plus grand bonheur des patients de l'hôpital des Charpennes et des soignants dont il est le partenaire. Alors bonjour Solveig, vous êtes psychologue et Elliot est votre partenaire professionnel pour proposer aux patients des ateliers cognitifs. Pouvez-vous nous expliquer de quoi il s'agit, comment ça marche? En fait, on a des patients qui, pendant les temps calmes, ont une levée d'anxiété. Et donc, elles ont demandé à ce qu'intervienne Elliot, donc qui vient. On s'est rendu compte que juste la présence du chien était salvatrice pour eux, parce qu'ils ont tous leur attention qui est focalisée sur le chien. Donc, ça sert de catalyseur attentionnel, en fait. Et étant donné que la relation avec l'animal, elle est simple et que ce sont des personnes qui sont souvent en difficulté, ils se sentent tout de suite en confiance et vont réussir à s'apaiser. Bonjour Philippe Bonnet, avec vous Elliot participe à des ateliers de rééducation thérapeutique. Très concrètement, quel est son rôle dans ces ateliers ? Alors en fait, Elliot fait partie d'une partie de la rééducation, pas de la globalité. Il sert principalement chez les patients qui ont des petits problèmes de repérage spatial. C'est-à-dire que ce sont des patients, surtout en neurologie, qui ont des difficultés à bien percevoir l'extérieur. Ils perçoivent leur corps à peu près, moyennement, mais l'extérieur est très difficile à concevoir. Et ces patients ont l'habitude, soit pour se tenir en équilibre, soit pour se déplacer, d'être toujours centrés sur eux-mêmes s'ils se regardent marcher. En fait, le chien permet d'ouvrir son espace de perception, plus seulement au niveau de son corps, mais aussi de ce qui est autour. Dans un autre registre, l'hôpital des Charpennes bénéficie actuellement d'un programme financé par la métropole suite au défi Hackathon lancé autour de l'activité physique des seniors en ville. Alors bonjour Dr Axel Courreau, votre équipe a remporté tout récemment le Hackathon 2016 grâce à un projet de sommeil numérique connecté. Pouvez-vous nous expliquer en quoi il consiste ? Dans ce défi santé, une chose qui nous a semblé évidente, c'est qu'il fallait travailler sur la motivation. Pourquoi finalement des gens à qui on propose de marcher quotidiennement ne le font pas ? Cette semelle connectée nous renseigne en tant que soignants sur l'état de santé de la personne. Et en fonction du nombre de pas qui vont être réalisés par la personne, nous allons lui faire gagner des points qui pourraient être convertibles en bons de réduction dans les commerces de proximité. L'idée étant de créer un cercle vertueux pour que le plus de personnes possible marchent le plus possible autour de leur domicile. Rappelons que l'activité physique est le plus puissant levier de prévention et que tout ce qui peut le stimuler sera bénéfique pour le patient. Aujourd'hui, comment voyez-vous l'avenir de la médecine du vieillissement et quels espoirs peut-on avoir raisonnablement concernant la prise en charge de la maladie d'Alzheimer ?
La médecine du vieillissement va évoluer vers une médecine de prévention, un meilleur contrôle de ces facteurs de risque et une médecine qui va viser la qualité de vie. Concernant plus précisément la maladie d'Alzheimer, on détecte de plus en plus tôt et bientôt on va pouvoir détecter les lésions avant les symptômes cliniques. À partir d'une simple plainte de mémoire, nous pourrons détecter, grâce à des images sophistiquées de PET scan, on proposera une nouvelle molécule qui stabilise ces lésions, voire qui permet de les faire disparaître. Alors vous avez la chance au sein de votre service d'expérimenter beaucoup de choses innovantes entre la canithérapie, la participation au Hacking Health. Si demain la Fondation Hospice Civil de Lyon pouvait vous aider à travers des financements complémentaires, quelles seraient vos priorités? De quoi avez-vous besoin très concrètement? On a besoin de meilleurs accès à la recherche pour ces personnes âgées. On a besoin de vecteurs de communication. On a besoin de faire connaître les essais thérapeutiques. Donc on manque de financement pour ces supports de communication, pour aller vers le grand public, pour organiser des réunions, pour organiser cette communication écrite également. On a besoin de financer de l'innovation. On a besoin de financer des nouveaux dispositifs pour aider les personnes âgées à rester chez elles le plus longtemps possible. Les gérontotechnologies, ces dispositifs innovants électroniques qui aident la personne âgée à domicile à être connectée avec son entourage, à être connectée avec son médecin. Alors merci professeur Krolak-Salmon pour toutes ces explications. Notre émission est à présent terminée et nous remercions l'Institut du vieillissement des Hospices Civils de Lyon et en particulier les services de l'hôpital des Charpennes de nous avoir accueillis. Avant de vous retrouver le mois prochain à l'autre extrémité de la vie pour vous parler de néonatologie avec le professeur Picot à la maternité de l'hôpital de la Croix-Rousse, nous vous laissons avec le message de Bruno Lacroix, le président de la Fondation Hospice Civil de Lyon. Nous avons une grande chance. Nous bénéficions sur notre territoire d'une formidable offre de santé. Les professeurs, les équipes médicales des Hospices Civils de Lyon sont à la pointe du progrès médical. Ils sont au service de notre santé, n'est-ce pas notre bien le plus précieux? Donnons-leur les moyens d'aller plus vite, plus loin. Donnons à la Fondation Hospices Civils de Lyon.